RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Eh bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de quoi je me mêle, toute l'actu high-tech, vous le savez, chaque week-end, le dimanche matin sur RMC et évidemment en vidéo sur 01 TV, la chaîne sur les box, 01nettv.com aussi, sur la chaîne YouTube et en audio sur l'appli RMC. Au menu de ce de quoi je me mail cette semaine, eh bien tout à l'heure on va s'intéresser à l'emploi du numérique avec notre invité, un porte-parole de Pôle emploi, et vous verrez que les métiers du numérique, ça recrute tellement que certaines entreprises n'arrivent pas à trouver les bons profils. On rentrera dans les détails tout à l'heure et peut-être que en écoutant cette interview, ça suscitera quelques vocations. En tout cas, on le souhaite. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir au contenu de ce de quoi je me mail sur la page Facebook de quoi je me mail. N'hésitez pas à nous rejoindre ou avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là et bienvenue. Et pour débuter de quoi je me mêle, bien sûr, c'est le club de la presse Haïti. Et je suis ravi d'accueillir Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express. Et on va commenter l'actu tech de cette semaine avec beaucoup de choses. On va peut-être commencer par Apple. Apple qui, simplement avec un petit communiqué de presse, a lancé son nouveau casque audio. Oui, effectivement. Alors, ça sera l'année où Apple a le plus souvent communiqué sur des lancements de produits. Là, on en est, je sais pas, 4 ou 5. Oui. Ça devient... Enfin voilà, donc moi j'étais assez surpris. Une année de confinement, on aurait pu imaginer que ça aurait ralenti l'innovation, voilà, pas du tout. Pas du tout. Et effectivement, là, donc c'est un casque plutôt haut de gamme, sans fil, avec réduction de son. On est à 630 € de mémoire, donc c'est pas donné. C'est pas donné. Alors il commence à y avoir des premiers tests, puisque ça a été annoncé récemment, donc visiblement le casque a l'air d'être bon, pour les puristes. Oui. Le système de réduction de bruit serait, semble-t-il, très efficace. Visiblement, ils ont l'air de vouloir vraiment marcher sur les plates-bandes des grands noms, Bose et compagnie, sur ce type de casque. Moi, ce que j'ai du mal à saisir, c'est ils ont racheté quand même Beats pour 3 milliards de dollars il y a quelques années de cela, qui fait ce type de casque depuis un petit moment. Donc pourquoi le mettre sous sa propre marque alors qu'ils ont la marque Beats à côté qui fait exactement la même chose. Voilà, en termes de positionnement sur l'audio, j'ai du mal à saisir, même si visiblement ils veulent vraiment placer la marque AirPods sur du haut de gamme, voire très haut de gamme, et Beats plutôt sur du moyen de gamme. Donc c'est la seule explication que je vois aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a des grandes différences techniques au niveau son, mais là je suis pas le meilleur pour en parler. Oui. Après, on se dit, voilà, plus de 600 € pour un casque audio. Ça fait beaucoup. Quand on sait que le très haut de gamme chez Sony ou Bose, c'est 400 € maximum, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rajouter 200 € pour avoir un casque audio ? Est-ce que le différentiel de qualité méritera ces 200 € en fait ? Exactement. C'est pour ça qu'on attend avec beaucoup d'impatience les tests, et notamment ceux de 01, pour voir si ça vaut le coup de mettre 600 et quelques euros dans un casque, ce qui paraît quand même un peu beaucoup. Oui, même en période de Noël, Voilà, avec des AirPods Pro qui, eux, sont beaucoup plus abordables. Exactement, beaucoup plus, ça coûte dans les 250 €. C'est 2 fois moins cher, quasiment. C'est 2 fois moins cher. Ça, c'est la première partie de l'actu Apple. Et la deuxième, c'est que Apple aimerait bien mettre son processeur M1 un peu partout. Oui, exactement. Donc, ils ont commencé à annoncer qu'ils travaillaient sur le fait d'équiper toute la gamme des Mac en processeur M1, donc c'est ce processeur fait maison basé sur une architecture ARM, en remplacement d'Intel. D'ailleurs, le jour où l'information est sortie, le titre Intel a chuté en bourse. C'est pas une très bonne nouvelle, effectivement, pour Intel. Alors, il se trouve que AMD aussi, donc le concurrent d'Intel, travaillerait aussi sur une architecture ARM pour équiper des PC, pour le coup, avec des processeurs basés sur une architecture équivalente. Donc Windows tournerait là-dessus. Voilà, alors il y a des tentatives, il faut quand même... par le passé, Microsoft a déjà tenté de faire tourner en fait Windows sur ARM, mais ça fonctionnait pas bien du tout. Donc c'était un échec cuisant d'ailleurs. On peut le dire, on peut dire ça. Il y avait des surfaces, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des surfaces qui tournaient sous architecture ARM avec un Windows un peu brinque-ballant qui ne servait pas à grand-chose en fait, puisqu'on n'avait pas accès en fait à tous les logiciels qui fonctionnaient sous Windows. Exactement, c'est ça la vraie question, comme tu le soulignes, c'est qu'après il faut tout redévelopper sous cette architecture-là. La force d'Apple, c'est d'avoir déjà une architecture ARM sur les iPhones, qui fait qu'en fait les développeurs sur iPhone ont déjà tout développé, ils ont juste qu'à la porter sur les Mac, sur le fixe et portable. Microsoft n'ont pas cet atout-là, puisqu'ils n'ont jamais réussi à percer dans la téléphonie mobile. Donc ils n'ont pas en fait des développeurs qui ont travaillé sur ARM. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour Windows, Microsoft, et on voit que le tournant d'AMD peut aussi montrer que ARM, ça sera vraiment l'avenir, d'où le rachat par Nvidia, où on se dit, ils ont peut-être bien fait. Ils ont peut-être bien fait, c'est peut-être le jackpot. C'est dingue, on a l'impression d'être
au début d'une nouvelle ère de l'informatique, Oui, avec l'arrivée de cette nouvelle architecture qui est assez technique, c'est compliqué à comprendre, mais on se rend compte que ces nouveaux processeurs, en gros, pour résumer, sont plus légers, sont plus fins, consomment moins d'électricité, sont peut-être plus puissants. Exactement, voilà, gros, tu as tout dit, et c'est vrai que quand on est en nomade, d'avoir une autonomie de batterie plus longue grâce à ce type d'architecture-là, c'est quand même appréciable. Et c'est vrai que c'est le monde d'aujourd'hui, et c'est le monde aussi de l'embarquer. Donc par exemple, les véhicules semi-autonomes ou autonomes, vaut mieux avoir des processeurs ARM que de l'Intel qui va tirer sur la batterie tout le temps. Donc on voit que ça ouvre aussi des perspectives au-delà de la téléphonie mobile et de l'ordinateur, mais également de l'automobile de demain. Donc c'est vrai que le marché est juste immense. Avant la prochaine révolution qui sera l'informatique quantique, mais ça c'est un autre débat, peut-être un peu plus dans la science-fiction. On va parler de Facebook maintenant, une nouvelle tempête qui s'annonce pour Facebook. Facebook qui pourrait être démantelé, écoutez bien, démantelé aux US. Exactement. C'est dingue. C'est la menace de la FTC. Donc la FTC, c'est l'autorité de régulation de la concurrence aux États-Unis, et de 49 procureurs de différents États qui ont attaqué simultanément Facebook pour abus de position dominante. Alors ce qui est reproché à Facebook, c'est majoritairement deux choses. La première, c'est d'avoir tué des concurrents en les rachetant, notamment WhatsApp et Instagram, et puis de faire en sorte de loquer en fait les développeurs sur leur propre technologie en les empêchant de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc en fait, de restreindre la concurrence, notamment sur des applis qui pourraient être des applis concurrentes de ce que propose aujourd'hui Facebook. Donc effectivement, la FTC propose un démantèlement, donc une revente de WhatsApp et d'Instagram. C'est-à-dire que Facebook serait obligé de revendre Instagram et WhatsApp, qui sont payés des fortunes. 1 milliard et 19 milliards, respectivement. Donc, effectivement, ils l'ont payé très cher. Finalement, c'était plutôt bien joué, parce qu'a priori, Instagram, aujourd'hui, ça ferait 15 à 20 milliards de chiffre d'affaires. Donc, aujourd'hui, Facebook, c'est 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, ce serait plus de 20% du chiffre d'affaires de Facebook. WhatsApp, en revanche, aujourd'hui, n'est pas monétisé en tant que tel. Donc, c'est plus simple de démanteler WhatsApp que de démanteler Instagram, qui repose sur les technologies Facebook, sur le ciblage des internautes. Donc aujourd'hui, effectivement, la responsable juridique de Facebook a dit c'est du révisionnisme historique, je cite ces mots, en disant que la FTC avait donné son accord il y a quelques années, et maintenant elle revient dessus, en disant pourquoi ils reviennent sur ce qu'ils nous avaient autorisé il y a quelques années de cela. Alors, entre-temps, il y a eu des fuites de mails internes où on voyait clairement que Mark Zuckerberg demandait à son directeur financier au sujet d'Instagram, cette société peut nous faire beaucoup de mal, il faut absolument qu'on arrive à l'acheter. Donc on voyait qu'il y avait une procédure interne où Zuckerberg lui-même était très inquiet de la montée en puissance de ses concurrents, et donc il les a rachetés. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va être obligé, on va pouvoir tordre, enfin en tout cas les US vont arriver à tordre Facebook pour se séparer de ces pépites ? Alors, ça paraît compliqué quand même, en tout cas difficilement envisageable. Ouais, exactement. Déjà parce que ça dure très longtemps, des années dans les prétoires, bien sûr. Avec des appels, etc. Et puis il y a un précédent, Microsoft. Tu te souviens, on était là, nous, fin des années 90. Microsoft, ça a duré 3 ans, et in fine, il n'y a absolument rien eu, si ce n'est une amende. Donc voilà, tout ça pour ça. On va parler de jeux vidéo maintenant et des Game Awards qui ont eu lieu cette nuit. Exactement. Alors c'est un peu les Oscars du jeu vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, avec des stars d'Hollywood qui sont venus eux-mêmes remettre les récompenses. Avec un business monstrueux, on le sait aujourd'hui, le jeu vidéo, et surtout en cette période de pandémie. En plus, effectivement, comme tu dis. Où le cinéma a subi un contre-coup monstrueux. Il continue. Le jeu vidéo, et voilà. Alors que le jeu vidéo, effectivement, là, c'est open bar pour eux. Et le grand gagnant, c'est un studio de Sony sur la PlayStation 4, donc Naughty Dogs, avec The Last of Us partie 2, qui a remporté 7 récompenses. Donc c'est bien loin devant tous les autres. En numéro 2, on peut trouver par exemple Final Fantasy VII, le remake, qui a reçu 2 awards. Et puis après, alors moi je le connais pas du tout là pour le coup, un jeu plutôt indépendant qui s'appelle Hades, qui lui aussi a reçu 2 awards. Et puis Animal Crossing, New Horizon, donc de Nintendo, qui lui aussi a gagné quelques récompenses. Qui était le hit du premier confinement, rappelons-le, sur Switch. En mars, exactement. Donc on voit aujourd'hui, le grand gagnant c'est Sony. Cette fin d'année aussi avec la PlayStation, ça a l'air d'être Sony. On n'a pas vu beaucoup de productions Microsoft qui ont été récompensées. Mais bon, c'est peut-être pour l'année prochaine avec les studios qu'ils ont achetés. Et puis avec les nouvelles consoles, les consoles next-gen qui arrivent, la PS5 et la Xbox, si vous arrivez à en trouver. Toujours. Tiens, toi, ton épisode, toujours pas ? Toujours pas. Voilà, les auditeurs n'ont pas écouté notre appel alors de la semaine dernière. Non, je sais pas. T'aider à en avoir une. Ça sert à rien. J'ai pas beaucoup d'amis. Google et Amazon aussi, qui sont sanctionnés par la CNIL, tiens.
Oui, exactement. Alors tout ça arrive la même semaine, Ouais. donc pour les GAFA au sens large. Oui, c'est une bonne semaine. chacun a son petit souci. Hein. Exactement, donc 100 millions pour Google, 35 millions pour Amazon sont les plus grosses amendes qu'on a pu voir aujourd'hui de la Commission nationale informatique et liberté. Alors ce qui leur est reproché, c'est d'avoir mis des cookies, vous savez, ces petits traceurs qu'on vient placer sur votre ordinateur ou téléphone, alors ordinateur plutôt, quand vous naviguez sur des sites internet, qui permet après de cibler en fonction de vos envies, de vos besoins, avec des publicités ciblées et adressées. Et là, visiblement, ni Google ni Amazon n'auraient respecté le fait de demander le consentement aux internautes. Et en plus, il n'y aurait pas eu suffisamment d'informations autour de l'utilisation faite de ces cookies. Alors, c'est pas lié au règlement général de protection des données, hein, le RGPD. C'est une ancienne directive qui avait été implantée en France, qui s'appelle le e-privacy, et c'est là-dessus en fait que sont condamnés Google et Amazon. Avec des sommes importantes. Des sommes importantes. Alors ils ont dit qu'ils ont déjà modifié les choses depuis le mois de septembre, et ils disent qu'ils ont du mal à s'y retrouver entre le RGPD d'un côté, la législation nationale de l'autre. Ils disent que c'est tout le temps mouvant, et donc c'est absolument pas de leur faute. Bon, ça c'est leur ligne de défense. Mais en tout cas, effectivement, la CNIL a quand même frappé un grand coup sur cette semaine qui sera probablement une des semaines noires pour les GAFA. Ouais. Avec après pour les usages nous au quotidien des complexes. Enfin, c'est très compliqué aujourd'hui. Le RGPD nous oblige à accepter tout le temps les cookies, etc., etc. Et on se dit, voilà, et on lit pas, bien évidemment. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui est moins fluide qu'avant finalement. Oui. Et qui ne sert pas forcément à grand chose puisque je sais pas vous, mais moi je lis pas tous les trucs qu'il y a écrits. Hein. Non. Bah, moi non plus. Voilà, c'est ça. On va parler de l'Agence du médicament qui a subi une cyberattaque. Oui, exactement. Alors, il y a eu plusieurs cyberattaques ces derniers temps. A priori, encore une fois, c'est toujours très dur de faire de l'attribution sur des attaques informatiques, mais a priori, ça serait sponsorisé par des États. Alors, on a le nom des États qui circulent, ce sont toujours les mêmes, mais n'ayant pas de preuves, moi, je préfère rester un peu... Voilà, faire attention. Oui. Mais effectivement, l'idée là, sur cette cyberattaque, c'était de voler des documents concernant deux laboratoires, Pfizer et BioNTech, qui sont au cœur de l'actualité, bien évidemment, avec les vaccins. Pour les vaccins, qui chacun a eu une commande de 100 millions de vaccins pour le premier et 300 millions pour le second. 300 millions pour Pfizer et 100 millions pour BioNTech, et qui attendent d'avoir l'autorisation qui doit leur être délivrée en Europe d'ici le 29 décembre au plus tard. Donc on ne sait pas exactement quel type de documents ont été volés, mais ça peut aider la recherche d'autres pays, si d'aventure ce sont des pays qui sont derrière. Il doit y avoir un espionnage là. Oui, massif, concernant. Alors il y a eu des alertes d'IBM aux États-unis sur des universités, parce que visiblement c'était les universités qui travaillaient avec des laboratoires qui étaient attaqués. On rentre toujours par le maillon le plus faible en termes de sécurité informatique. Sûr, donc vaut mieux attaquer directement des sous-traitants ou des universités qui ne sont pas nécessairement très bien protégées pour après rentrer dans les laboratoires, plutôt que d'y aller en frontal. Ça, c'est la technique un peu commune. Oui, traditionnelle. Traditionnelle, exactement. Et là, avec l'Agence du médicament, ça semble être aussi un peu le cas. C'est-à-dire je suis désolé pour eux, mais je pense que leur niveau de sécurité informatique était bien moindre que celui d'un laboratoire, et donc c'est plus simple de les attaquer. Incroyable, hein. Mais vous vous rendez compte les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Oui, c'est des millions ou des milliards. Bien sûr. Un truc un petit peu plus léger, qui va alléger aussi votre portefeuille, hein, Emmanuel, c'est Disney Plus, qui visiblement se porte bien, mais se porte tellement bien que les prix vont augmenter. Oui, exactement. C'était annoncé il y a quelques heures. Voilà, hier soir. Donc à partir du début du premier trimestre de l'année prochaine, les prix devraient passer à 8,99 € par mois. Alors en contrepartie, il devrait y avoir une offre Star qui serait intégrée dans Disney Plus. Donc ce sont des contenus supplémentaires. Et surtout, Disney a annoncé en fait des énormes investissements pour justifier cette hausse de prix, notamment 10 nouvelles séries autour de l'univers Star Wars, dont Obi-Wan Kenobi. 10 nouvelles séries. Exactement. Alors dans les prochaines années, ils n'ont pas donné de timing. Un peu à l'image de The Mandalorian, en fait. Exactement. Alors d'ailleurs, ça peut être des spin-offs de Mandalorian, comme Ashoka Tano, par exemple, qui devrait être un des spin-offs. Peut-être aussi Boba Fett, qui devrait être un autre spin-off. Donc pour ceux qui connaissent l'univers de Star Wars, donc on va manger du Star Wars sur Disney+. Pour ceux qui sont passionnés, c'est génial. Hein. Exactement. Ou ça peut créer une overdose aussi, à voir. C'est sûr. Et pareil, 10 séries autour de l'univers Marvel, 10 nouvelles séries. Donc ça, on va voir effectivement avec ceux qui sont déjà annoncés. Il y a notamment Loki qui devrait arriver d'ici peu. Dans les nouvelles séries, il y aurait le Hulk au féminin, donc She-Hulk par exemple, voilà, une des séries en développement. Et puis 15 animés, donc soit de Pixar, soit de Disney, qui seraient spécialement en série, qui seraient créés pour la plateforme. Donc ils investissent massivement, puisqu'aujourd'hui, les parcs sont fermés, les salles de cinéma sont fermées. Donc c'est un peu le dernier recours de Disney aujourd'hui, qui aujourd'hui totalise 86 millions d'abonnés dans le monde, c'est quand même énorme, et vise les 300 à 350 millions d'abonnés d'ici 2024. Donc c'est vraiment le relais de croissance sur lequel mise Disney en période de pandémie. Et en France, Disney
Disney+ marche bien ? Alors, le seul élément qu'on ait pour l'instant, c'est Canal+, qui dit avoir un peu plus de 3 millions d'abonnés à une offre combinée Canal Disney+. Donc, c'est voilà. quand même Puis après, pas tous mal. les autres, ceux qui sont En abonnés, direct, voilà, exactement. hors l'offre Canal+, Ouais. en OTT. Voilà. Tiens, puisqu'on parle de SVOD, ce sera pour terminer. C'est Sony qui rachète Crunchyroll. Oui, on en avait un petit peu parlé. Oui. Alors, Crunchyroll, c'est une plateforme de SVOD Oui. spécialisée uniquement sur le manga, Ouais. qui a été créée aux États-Unis. Donc voilà, c'est une petite plateforme, mais elle a été quand même rachetée 1 milliard. Donc Sony veut se renforcer sur le marché du manga. C'est un marché qui a doublé ces dernières années. C'est un marché énorme. Et donc effectivement, ils veulent jouer un peu le premier rôle. On va voir s'ils vont l'intégrer et le pousser sur la PlayStation, ce qui serait pas idiot, parce que entre les gamers et l'univers du manga, il y a quand même des passerelles assez évidentes. Ouais. Donc on va voir cette stratégie de Sony dans les années qui viennent. Mais on voit qu'ils font des efforts. Alors, ils l'ont racheté à Warner, justement, dont on ne parlait pas, mais qui eux aussi essayent de pousser leur plateforme HBO Max, plutôt adulte, et donc qui se séparent de la partie manga en la cédant à Sony. Ça bouge du côté de la SVOD, c'est pas terminé, l'année 2021 nous réserve quelques surprises. Merci beaucoup Emmanuel. Merci François. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express pour ce club de la presse IT. Vous restez avec nous, on va évoquer maintenant l'emploi des jeunes et l'emploi dans le numérique. Est-ce que cette année 2020, justement, avec cette pandémie, ne serait pas une manière pour certains d'entre nous de rebondir dans le numérique, dans les métiers du numérique ? On en parle avec mon invité, un porte-parole de Pôle emploi dans un instant dans De quoi je me mail. A tout de suite et merci d'être là. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.